comment on trouve cet argumentaire. Et pour trouver cet argumentaire, c'est-à-dire comment on connecte, ça a été vraiment d'aller au contact. Et comment on va au contact? On va dans le milieu d'entreprise. Et dans le milieu d'entreprise, on teste son pitch, en employant ces termes-là. Et du coup, comment on vient avec un pitch percutant, c'est au travers de comment on connecte et comment ce qu'on a pu tester. Et on a des retours, et comment on a les retours, c'est en allant directement sur ces éléments-là. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, et vous avez du mal à trouver vos clients. Vous vous sentez souvent découragé par les défis de la prospection. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La prospection est une étape cruciale pour la survie et le développement de votre entreprise. Heureusement, il existe une multitude de façons de prospecter. Et il y a forcément une méthode qui vous correspond. C'est pour cette raison que j'ai créé ce podcast, afin de rencontrer différents types d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour découvrir leur stratégie, leur méthode, leurs témoignages. Et qui sait, cela pourrait bien transformer votre approche de la prospection et rendre cette étape beaucoup plus accessible. Je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis le fondateur de ce podcast et également de Nisnea, une société spécialisée dans la réalisation de vidéos pour les entreprises. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage et à vous laisser guider dans ce phare dans la nuit qui va vous permettre de trouver votre propre chemin vers le succès de la prospection. Bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Dans cet épisode, on accueille Ramuncho Ituri, coach, formateur et conférencier. Il est le fondateur de l'entreprise Mara Conseil et il fait partie du collectif Mamia Collectiboa. Ramuncho Ituri, c'est plus de 20 ans d'expérience dans le milieu industriel. Il a occupé divers postes de management avant de se lancer dans le coaching et le conseil avec sa société. Mara Conseil, c'est une gamme de services visant à améliorer la performance organisationnelle tout en mettant l'humain au centre des préoccupations. Mais dans ce podcast, on va surtout voir les stratégies de prospection et de gestion des clients de Ramuncho. Il va nous partager ses méthodes pour attirer des clients en passant par des techniques de prospection directe comme le porte-à-porte, jusqu'à l'utilisation des réseaux sociaux pour maximiser sa visibilité et garder le contact avec les entreprises qu'il a démarchées. Il va nous expliquer comment il identifie les besoins non exprimés de ses clients potentiels, comment il crée des connexions significatives et engageantes et les défis auxquels il a dû faire face. Il va nous raconter aussi des anecdotes sur des actions de prospection qui ont fonctionné ou non et comment il a su ajuster ses approches pour optimiser ses résultats. Eh ben bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast l'Odyssée des opportunités. C'est le tout premier épisode et aujourd'hui je suis en présence de Ramuncho Ituri. Comment ça va Ramuncho ? Eh bien écoute, ravi de faire cette première avec toi. Donc bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, en fait, je suis assez content parce qu'on est dans tes locaux, enfin en tout cas dans un collectif, c'est ça ? Donc ici, nous sommes à Souraïd, donc un petit village donc du Pays Basque, dans lequel on a la chance d'avoir des locaux, qu'on se partage avec 3 autres sociétés et qui est notre repère, et donc le repère de Mamia Collectiboa. Le podcast va donc se dérouler en 3 parties. Première partie, la découverte. Dans cette première partie, plongeons dans l'histoire de notre invité. Deuxième partie, à la conquête des clients. C'est le cœur du podcast. Troisième partie, l'impact de la vidéo pour développer l'entreprise. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Et commençons dès maintenant avec la première partie, la découverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage ou bonne écoute. Donc là, on est dans la première partie. J'ai mis mon petit chronomètre pour être sûr de ne pas trop dépasser le timing. Hop, voilà. Et donc là, voilà, on va parler donc de toi, de ton histoire. Donc Ramuncho Ituri, donc tu commences à nous parler de... Alors attends, je veux pas mal le prononcer. Mamia Collectiboa. On est d'accord ? Tout à fait. Donc qu'est-ce que c'est Donc Mamia, c'est la composition donc de 3 boîtes. Donc Mara Conseil, donc ma boîte, Miatou, donc la boîte de Mathieu Bordato, et Antola Coopération, la boîte de Pierre Bastre et d'Eyandé Larsabal. Voilà. Et on s'est retrouvés par passion commune, donc déjà dans ce souci de pouvoir proposer un maximum de services de proximité, donc pour les entreprises locales. Et avec cette idée
plus on est et mieux c'est. Et dans ce contexte-là, donc on s'est associé pour, on va parler peut-être de la deuxième partie, donc vraiment prospecter et pouvoir élargir notre offre et pouvoir se partager et lorsqu'on contacte avec une entreprise, de pouvoir élargir notre palette de propositions et faciliter quelque part l'échange de services, quoi. Ok, donc ouais, ça c'est vraiment votre collectif, et donc toi de ton côté, tu as ta société à toi. Voilà. Donc moi j'ai ma société donc que j'ai montée 3 ans ou 4 ans, je sais plus trop, donc dans une continuité, à savoir moi que j'ai démarré donc, ma vie professionnelle dans l'industrie. T'as eu une belle carrière toi dans l'industrie quand même. Ça a été assez long, donc plus de 25 ans. J'ai démarré donc sur les lignes de montage. Donc même à l'époque, j'ai démarré dans des prestataires logistiques pour des gros faiseurs d'aéronautique locaux. Voilà, donc c'était assez drôle parce que j'étais employé dans des grosses structures, mais par des boîtes sous-traitantes. Donc j'ai perçu à la fois un peu l'écart qui pouvait exister entre ce qui était demandé et le travail qui était donc réalisé dans ces belles structures aéronautiques, où le rapport au travail et le rapport à l'efficacité n'était pas du tout le même, quoi. Ouais. Et ça m'a un peu guidé tout du long. Donc ensuite, je suis rentré dans une grosse entreprise locale. Donc la base, donc sur les lignes de production après un diplôme universitaire, et j'ai eu la chance de rapidement pouvoir, on va dire, monter les échelons, avec un rythme assez soutenu, puisque je pense que tous les 2-3 ans, je devais changer à la fois de poste et d'activité. Et avec toujours un tronc commun qui était donc l'accompagnement du changement. Pourquoi c'était quoi qui faisait que tous les 2-3 ans tu changeais comme ça de poste? Au travers un peu de l'évolution de la société, donc on faisait partie d'un gros groupe, et surtout dans les missions qui étaient donc proposées, et la chance que j'ai eue, donc on parle un peu d'opportunités, c'est de saisir un peu toutes ces opportunités-là, et quelque part d'être toujours volontaire ou désigné volontaire, mais avec un peu cette chance de pouvoir toucher des projets d'être toujours plus gros, et ce de façon locale, et après derrière plus internationale, qui fait que j'ai eu la chance de vivre beaucoup d'expériences au sein d'une même société, parce que j'ai quasiment passé 20 ans, sachant que je me prédestinais pas forcément à rester dans cette société-là, puisque je me suis fait embaucher le moment où je voulais la quitter, mais bon, ça, c'est d'autres histoires. Et qui fait que quand je l'ai quitté 20 ans plus tard, et que j'ai fait un peu le parcours, c'est de se dire que les opportunités, j'ai su les saisir, et donc quelque part, au fur et à mesure qu'on gravit, quelque part, on s'enferme un peu dans une certaine tour, c'est-à-dire plus on monte, plus on rétrécit, à chaque fois ou le périmètre d'action ou quelque part les potentialités ou les opportunités qui se créent, ce qui fait que certes j'avais un gros poste, mais où je m'éclatais plus, et ce qui a fait que derrière donc j'ai poursuivi malgré tout l'aventure dans l'industrie avant donc de monter ma boîte et d'apporter un peu toute mon expérience. C'est parce que tu t'éclatais plus, que tu t'y retrouvais plus, que tu es parti à te lancer à ton compte? Exactement. C'est-à-dire que je me reconnaissais plus, ou du moins dans ces missions, la place que je mettais à l'organisation et l'humain dans les organisations n'était plus en phase avec ce qui m'était demandé, et qui a fait que voilà, j'ai préféré arrêter, puisque ma dernière aventure au niveau de l'entreprise était donc une boîte qui s'était fait donc racheter donc pendant la période Covid, donc des situations assez extraordinaires. Enfin, moi, j'ai eu la chance encore une fois de pouvoir vivre des opportunités assez extraordinaires, puisque tout au long de l'évolution du rachat de la boîte, du contexte Covid, de vider la totalité de la direction, donc de me retrouver un peu à piloter des sites. Donc ça, c'était assez intéressant, et derrière qui s'est traduit par un complet désalignement. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment donc de monter ma boîte, et qui fait qu'aujourd'hui, donc, Mara Conseil donc était monté, et derrière,
dans ce souci sans doute, ou ce besoin collectif. Hein. Donc à côté de ça, j'ai joué plus de 30 ans au rugby. Je suis toujours actif entraîneur dans les clubs locaux, puisque j'ai connu qu'un club, donc le club voisin de Saint-Pé-sur-Nivelle. Hein. Donc j'ai démarré à 6-7 ans et 40 ans plus tard, j'y suis toujours. Ah, belle carrière. Voilà, et toujours un peu de cette recherche un peu du collectif, et qui fait que derrière, naturellement, dans mon travail d'indépendant, on s'est vite regroupé entre potes autour toujours de cette activité, de cette notion de comment on accompagne le changement, hein, autour de l'amélioration continue et de favoriser des concepts donc de petits pas pour amener donc des grandes choses. Ok, et donc du coup, ta boîte à toi, qu'est-ce que tu... Ok, donc j'ai compris, le collectif, c'est quelque chose de très important pour toi. Et toi, du coup, au sein de ta propre société, c'est quoi que tu fais exactement dedans? Alors, moi j'ai vu que tu accompagnais les entreprises. Voilà, l'idée, c'est vraiment de lancer avec les entreprises ou de structurer, je dirais, les processus d'amélioration continue. Hein. Donc, de viser, avec ce fameux collectif, la performance, mais pas simplement durable, mais surtout globale. C'est-à-dire d'associer tous ces individus à cette notion de comment on traduit ce travail en performance, hein, donc aussi bien épanouissant hein, que carrément création de richesse, donc avec une orientation aussi bien matérielle qu'immatérielle, à savoir qu'est-ce qu'on crée, hein, quelle est cette fameuse richesse qu'on crée dans l'entreprise. Et donc j'interviens dans l'entreprise pour éclairer un peu tout ça et mettre en avant le savoir-faire et développer le savoir-faire, hein, puisque c'est pas plus une fois qu'on maîtrise le savoir-faire, hein, c'est surtout comment on le conserve, et on le voit encore plus d'actualité aujourd'hui où ces talents donc, qui sont donc dans l'entreprise, donc on peut considérer qu'il y a des gens qui sont plus ou moins heureux. Moi je considère qu'il y a forcément que des talents et qu'ils sont simplement pas forcément à la bonne place. Ouais. Et du coup comment on les accompagne à mieux trouver leur place. Forcément dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, mais forcément on est toujours là à côté pour développer, et ça se traduit par des accompagnements ou au développement collectif, hein, donc comment on va chercher cette performance collective et comment au travers donc des techniques ou des méthodologies qu'on va parler lean, hein, donc on crée donc ce dialogue et on recrée du dialogue autour de la performance, parce que la performance c'est pas un gros mot, on associe forcément le sport, mais de se dire comment ensemble on se met dans les meilleures dispositions pour performer, hein, et je dirais parfaire ces échanges, et donc avec tout un tas de stratégies ou d'outils pour faciliter un peu tous ces éléments là, quoi. Et oui, tu parles justement de performance, de stratégie, et je trouve que effectivement, ça peut être mal vu, et en même temps, toi, en tout cas, on se connaît depuis un petit moment maintenant, il y a quand même une grosse part d'humain dans ton approche, et du coup, je trouve que performance alliée à une vraie notion d'humain, je trouve qu'en fait, ça se marie bien, tu vois. Dans tous les cas, la performance, elle ne peut être que globale, hein, ou on ne peut être performant que si tout le monde a trouvé sa place, ouais. et aussi bien dans la victoire, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on réussit, c'est ensemble qu'on réussit, mais tout comme dans la défaite ou dans les problématiques, c'est vraiment ensemble également que l'on doit se responsabiliser. Hein. Donc j'ai eu la chance dans mes parcours de pouvoir participer à encore une fois, beaucoup de communautés, hein, et donc celle qui m'a, je pense, le plus apporté, hein, c'était la communauté d'innovation sociale et organisationnelle, où avec donc un peu des référents locaux, dont des anciens de l'aéronautique que j'avais croisés tout jeune, bambin dans l'industrie, que j'ai pu recroiser pour échanger donc sur cette notion de qu'est-ce qu'une organisation, et surtout quelles sont les nouvelles formes d'organisation, quoi. Okay. Comment on travaille dans une organisation pour laisser vraiment cette place à chacun et d'accompagner, hein, à rendre le management ou invisible, hein, c'est-à-dire que chacun se responsabilise, et encore une fois la performance c'est si chacun donc a trouvé sa place et sait ce qu'il doit faire et se met dans la meilleure disposition pour faire ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, comment on partage va, donc forcément l'humain, hein, et de retracer et de laisser cette place à ce qui fait une organisation, hein. C'est donc les humains. Bon, après, forcément, le parallèle au sport est assez facile, ou du moins, ouais, je voulais en parler assez facilement. Voilà. Sauf que pour moi, les rôles sont un peu inversés, c'est-à-dire que on s'entraîne pour performer sur un jour et on va tous les jours au boulot, hein. Donc, c'est de trouver un peu l'amalgame, et que les parallèles sont intéressants, mais la réalité du terrain est un peu différente, et
Justement, quand on accompagne les équipes, hein, c'est-à-dire on va pas faire un match, on est tous les jours en match. Donc, comment on crée ces matchs pour que chacun puisse vraiment matcher ensemble et performer toujours dans cette logique ensemble, quoi. Voilà. Donc, et du coup, au travers de mon expérience, j'essaie d'accompagner dans la structuration des entreprises, à savoir comment on crée un collectif où chacun retrouve sa place et où chaque humain retrouve sa place et quelque part s'épanouit dans cette activité-là, quoi. Donc, et en travaillant donc sur des systèmes de comment on accompagne la décision, hein, pas pour se dire que c'est la bonne ou mauvaise décision, c'est la meilleure décision que ensemble on a donc pu prendre. Voilà. Donc un peu tous ces systèmes-là. Ok, tu as parlé tout à l'heure justement d'accompagnement et de management. Je voulais avoir ton avis là-dessus parce que c'est vrai qu'en France, on a ce côté, tu es bon dans ton domaine d'activité, donc on va te faire passer manager. Mais quelqu'un qui est bon dans son activité n'est pas forcément manager. Comment toi, tu gères ça? Parce que justement, il y a peut-être des mecs qui sont passés manager qui finalement n'arrivent pas à bien gérer leur équipe. Et est-ce que toi, tu dis, vaut mieux privilégier quelqu'un qui a étudié dans le management, ou est-ce que tu peux, j'en sais rien, tu te dis, lui, on décèle quelque chose qui fait qu'il pourrait manager une équipe, tu vois? Enfin, c'est quoi ton avis? Parce que tu en as un peu parlé tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui, on a un management surtout la méritocratie, hein, c'est-à-dire tu es bon dans ce que tu fais, donc tu vas accompagner les autres à être bons. Malheureusement, ça se résume pas seulement à ça, hein, et je l'ai vécu un peu de cette façon-là, puisque j'avais la chance donc de m'épanouir assez bien dans mon boulot, et je me suis retrouvé à encadrer à des rôles assez élevés l'ensemble de mes anciens coéquipiers et sans formation de base, hein, donc et du coup j'ai eu la chance de pouvoir aller bousculer un peu ma hiérarchie, et qui m'a donc proposé tout un tas de formations, ce qui fait que la formation autour du management ou du rôle du manager m'a accompagné également tout au cours de ma carrière. Donc, ça t'a donné quand même pas mal d'outils ensuite toi pour accompagner au final. Alors ça m'a donné plus de compréhension et des écarts que je ne savais pas forcément exprimer. Au moins, ça m'a donné des outils pour bien comprendre quel était ou qu'est-ce que c'était pour moi manager, quoi. Et dans ce parcours-là, je pense que l'une des chances que j'ai pu avoir, ou une opportunité qui est arrivée, hein, puisque j'avais vraiment le choix de la saisir ou pas, c'était de me faire coacher. Et donc, on devait être dans les années 2005. Donc, ça commence à faire. Et se faire coacher dans l'industrie il y a 20 ans, c'était vraiment que des prémices. C'était quelque chose qui n'existait pas, et que c'était presque mais t'es malade ou quoi, voilà. Et moi j'ai eu cette chance de rentrer dans ce milieu-là que je connaissais pas forcément, mais qui était quelque chose qui me manquait vraiment, à savoir comment on identifie l'humain que l'on est, et au travers de l'humain que l'on est, hein, comment on interagit avec les autres. Et donc j'ai pu rentrer très tôt dans des mondes qui étaient à la fois inconnus et qui étaient pour certains un peu extérieurs. Donc c'était tout ce qui était méditation, vraiment travailler l'énergie, de voir un peu tous ces éléments-là, et qui a fait que c'est quelque chose que j'ai pas lâché, et du coup qui m'a toujours accompagné et qui m'a à la fois permis à moi me développer, et pour mes dirigeants de l'époque qui étaient là avec ça, tu vas voir, tu vas être mieux équipé, et tu vas plus rentrer dans le moule, fait encore plus sortir du moule, quoi. Ouais. Donc ça a eu un peu l'effet inverse, mais ça m'a vraiment permis de comprendre plein de choses, et voilà, et puis de m'en servir aujourd'hui, puisque au travers un peu du parcours, lorsque j'ai fait une petite rétrospective de savoir qu'est-ce qui me manquait, donc j'ai continué à me muscler au niveau du coaching, faire vraiment des formations. J'ai passé quasiment 2 ans autour de diverses formations à approfondir le sujet du coaching via un spectre des neurosciences. Ça est toujours quelque chose qui m'a toujours passionné, et du coup de saisir un peu ces opportunités pour développer mes compétences sur ces sujets-là, et je parle notamment de la méditation, hein, donc que j'ai découvert donc il y avait 20 ans, et que j'ai toujours plus ou moins de près ou de loin de suivi, donc avec divers maîtres, et d'amener une connotation vraiment plus différente aujourd'hui, puisque c'est ce que je peux me servir dans mes accompagnements, ou dans ce fameux lâcher-prise, de comment on accompagne un manager, justement, ou un dirigeant à se repositionner, et à considérer pas tout contre lui, mais tout avec lui, et donc comment on travaille un peu tous ces éléments-là. Ok.
Merci beaucoup pour ce partage, c'était super intéressant. Merci beaucoup Ramuncho. Maintenant, passons au cœur du podcast avec la deuxième partie, à la conquête des clients. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, et ça va être le point phare de ce podcast, c'est vraiment de parler de comment tu trouves tes clients. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, je sais que tu as déjà fait une conférence quand j'animais avec mon ex-associé Morning Networking, et notamment, tu avais parlé de que toi, ça te faisait pas peur, en tout cas, de faire du porte-à-porte, ce genre de choses. Donc, j'aimerais qu'on parle de ça. Est-ce que c'est ta stratégie principale? Est-ce que tu fais du phoning? Est-ce que tu passes par les réseaux sociaux pour trouver tes clients? Est-ce que tu as une manière bien précise de prospecter? Est-ce que, voilà, c'est quoi un peu ta stratégie principale, toi, pour trouver tes clients? Alors, au risque de te décevoir, le bouche à oreille. Pour moi, la première partie du podcast et la seconde, c'est vraiment la même. À savoir que dans ce rôle de manager, savoir se vendre, c'est le même travail que tout entrepreneur doit avoir, à savoir comment je me positionne et qu'est-ce que je mets en avant et comment, au travers de cette mise en avant, j'embarque avec moi ou mes équipes ou mes clients. Okay. Donc c'est vraiment un peu ce même principe-là, quoi. Okay. Du coup, ça a toujours suivi et j'ai beaucoup travaillé les éléments de qu'est-ce que c'était donc une vente, parce qu'on ne crée pas une vente, par contre on déclenche un achat. Et du coup, quelque part dans ce processus-là, comment on met en place les éléments de motivation pour que les clients soient ça simplement là, des oreilles qui nous écoutent, mais surtout des mains qui transforment et qui font en sorte qu'on puisse vivre de notre activité. Et dans ce processus-là, donc dans les éléments, la première approche a été vraiment de travailler qu'est-ce que c'est que donc, ces fameux cycles de vente. Et on résume trop souvent en se disant c'est on prospecte et on transforme. C'est pas forcément le cas. et du coup, c'est de se dire que malgré tout, toutes ces étapes sont hyper importantes. Et forcément, dans le cadre de se lancer, alors forcément, dans une activité de conseil de service, on peut aller se dire que les gens vont lever la main, écoutez, j'ai besoin d'aide. Ça existe peut-être. Dans la région où on est, sans doute ce côté un peu fier et tout ça, c'est pas forcément... Ouais, c'est pas évident, quoi. Les premières choses. Donc l'idée a toujours été de voir comment, au travers de l'expression des besoins, mais qu'ils n'ont pas en mesure d'exprimer puisqu'ils ont du mal à pouvoir définir même l'activité que je réalise. Donc au travers un peu de tous ces éléments-là... Comment toi tu vas chercher ça, justement? C'est comment on va connecter avec les gens pour les écouter et au travers donc, de l'expression des besoins, de transformer au service qu'on peut leur apporter. Donc toi, tu es vraiment dans... Tu écoutes, tu vas un peu analyser ce qu'ils vont te dire et à travers ça, tu vas pouvoir dénicher des choses pour pouvoir transformer. C'est pour ça qu'on va forcément au contact et que aujourd'hui, la plupart de notre prospection est issue d'un relationnel direct, à savoir ce qu'on appelle concrètement du porte-à-porte. Alors, ou chaud ou froid, à savoir froid, on prend donc notre voiture, on prend un secteur et on va rencontrer ou à la rencontre donc de tous ces dirigeants pour échanger avec eux et se faire connaître et surtout commencer à être un peu à l'écoute de qu'est-ce qu'ils peuvent exprimer comme besoin. Et après du contact chaud, à savoir au travers un peu de travail de visibilité qu'on fait au travers des réseaux sociaux, de se dire que quelqu'un qui commence à être intéressé par ou nos publications ou qui vient un peu rencontrer sur les sites, comment on va après derrière et encore une fois écouter et commencer à échanger au travers de cette expression, puisque de base on a besoin de rien. Voilà. Donc ça commence par rapport à ça. Donc ok, vous avez besoin de rien. Donc ça nous intéresse parce que derrière on peut commencer à comprendre qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin et du coup on rentre dans la discussion, quoi. Et à côté de ça, on a également fait pas mal de salons. Un pour se mesurer et d'aller au contact, toujours pareil, des gens, hein. Donc forcément, sans doute au rugby, sport de contact. Alors moi c'est plus un sport d'évitement, mais dans tous les cas, c'est comment on va créer ces opportunités, hein, et comment, bien sûr, à partir des opportunités que l'on crée, comment on travaille un peu la transformation. Voilà. Donc vraiment de travailler autour de ces cycles et toujours d'aller au contact de ces dirigeants. Donc aujourd'hui, c'est pas mal encore de prospection porte-à-porte, mais également pas mal de réseaux, à savoir de comment on connecte avec ou le tissu local pour arriver à proposer nos services, c'est-à-dire notre palette de services, à savoir
du service personnalisé. Donc, quelque part, c'est difficile de définir une offre amont, puisque quelque part, on les adapte toujours à ce fameux besoin client, quoi. Alors moi justement c'est intéressant parce que tu parles de porte-à-porte et tu dis aller chercher le besoin, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont écouter ce podcast qui vont dire ouais mais moi ça me fait peur. Ça me fait peur d'aller aller à la rencontre directe. Alors, tu définis un secteur, des entreprises que tu veux aller voir, t'y vas, mais t'as toujours ces gens qui vont avoir ce côté quand même... Enfin, ils vont m'envoyer chier, quoi. Ils vont dire, bah non, j'ai besoin de rien, tu vois. Comment toi, là, ce qui me vient en tête, c'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu te mets par rapport à ça? Et justement, quand une entreprise te dit, bah non, j'ai besoin de rien, toi, qu'est-ce que tu fais derrière, tu vois, pour aller justement trouver des potentiels besoins? Dans tous les cas, après, c'est plus mon avis, dans les entreprises que j'accompagne, forcément de se dire que on va se prendre une veste, ça fait partie du jeu, quoi. Mais dans tous les cas, l'idée première de se dire que c'est pas une veste que l'on prend, c'est on va à la rencontre de qu'est-ce qui pourrait être un besoin qui n'existe pas aujourd'hui, qu'ils ont ou déjà répondu, c'est-à-dire que ça n'existe plus, ou des besoins qu'ils auront demain, quoi. Et tout ça, ça va vraiment par plus de l'aspect d'échange, hein, donc, et d'arriver à connecter. Hein, donc, pourquoi le porte-à-porte? Parce que le contact à froid téléphonique, les dirigeants n'ont jamais le temps. Okay. Et donc, encore une fois, hein, c'était des premiers temps, c'est comment on trouve cet argumentaire. Et pour trouver cet argumentaire, c'est-à-dire comment on connecte, hein, mais ça a été vraiment d'aller au contact. Et comment on va au contact? On va dans le milieu d'entreprise. Et dans le milieu d'entreprise, on teste son pitch, en employant ces termes-là. Et du coup, comment on vient avec un pitch percutant, hein, c'est au travers de comment on connecte et comment ce qu'on a pu tester. Hein, et on a des retours. Et comment on a les retours? C'est en allant directement sur ces éléments-là, quoi. Donc forcément, aujourd'hui, je pense que notre approche est plus percutante, mais parce que on a pu travailler un peu tous ces éléments-là et au travers un peu de tous ces échanges, on a la chance d'être dans un endroit où on peut encore créer des connexions. Hein. Alors, certes, fois, on s'est fait un peu remettre en place, mais au final, ça fait partie du jeu, quoi, hein, de se dire à quel moment c'est plus propice, est-ce que c'était qu'une histoire de moment, ou au final, des boîtes qui sont pas du tout prêtes à entendre une nécessité de service quelconque qui puisse être. Donc dans ce cas-là, il faut se dire aussi, c'est pas le foot, c'est pas notre faute, c'est pas notre moment, voilà, pour éviter d'arrêter, puisque dans tous les cas, on ne transforme que ce qu'on a tenté, quoi. Donc forcément, donc quelque part, donc là on est en pleine période des Jeux Olympiques. Donc l'équipe de France donc vient de perdre son match contre les Fidji et la fois ils ont pu transformer que s'ils ont marqué un essai, quoi. Hein. Et dans l'activité commerciale, c'est la même chose, quoi. On ne peut transformer que si on a fait des essais. Et les essais, des fois, c'est un peu long. Comment on travaille un peu tout cet argumentaire-là, quoi. C'est pour ça que lorsqu'on raisonne en cycle de vente, hein, qu'est-ce que c'est un cycle de vente? Ça démarre par la prospection. Et après, derrière, la qualification, quoi. C'est de bien comprendre quel est, au travers de cette prospection, quel est le potentiel client, quoi. Et de savoir à qui on s'adresse. Et au travers de qui on s'adresse, qu'est-ce que on va lui adresser. Et tant qu'on n'a pas été ou au contact ou qu'on n'a pas travaillé de façon amont, on ne saura jamais de quoi dire et on va forcément rester à attendre. Et plus on attend, on ne va jamais marquer d'essai. Et si on ne marque jamais d'essai, on ne va jamais transformer. Donc après, hein, forcément, dans ces cas-là, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Hein, mais oui, bien sûr. Dans tous les cas, que ça soit du phoning à froid ou du prise de contact direct, c'est plus au travers des échanges et de travailler qu'est-ce qu'on va dire, quelle est l'histoire qu'on va raconter, hein, et qui va faire en sorte que derrière, ça va pouvoir avoir une suite, quoi, hein. Mais si on ne fait rien, déclencher, encore une fois, c'est pour ça que une vente, on déclenche un acte d'achat, quoi. Et comment on peut faire bouger les lignes pour créer ces éléments-là, ce n'est qu'au travers d'une itération. Et après donc l'identification du besoin, puisque une vente doit répondre à un besoin potentiel, ou si on est très bon à créer un besoin qui n'existait pas. C'est beaucoup l'image des camelots, quoi, hein. Donc quand on voit un camelot, on se dit qu'ils sont capables de vendre n'importe quoi. Non, ils vendent pas n'importe quoi, ils vendent juste quelque chose dont ils croient. Et l'énergie qu'ils communiquent fait en sorte que le chaland arrive et se retrouve embarqué, et l'histoire qu'on lui raconte correspond à ce qu'il a besoin et laisser. Et non seulement transformer, mais à très grande échelle, quoi. Voilà. Okay. La problématique du conseil, c'est que voilà, l'offre de base, alors encore une fois, on travaille sur des produits d'appel pour justement pouvoir connecter en se disant que derrière, une fois qu'on est rentré dans l'entreprise, on pourra proposer des services additionnels
sur des domaines qui sont à la fois méconnus. Lorsque je parle de lead management, Et justement, comment tu fais pour expliquer quand c'est un domaine qui parle pas du tout à la personne que tu as en face? Comment peut-être tu simplifies, tu utilises des comparaisons? Voilà, complètement. On reste vraiment très terre à terre. Et c'est pour ça que la première phase, et c'est pour ça qu'on est constitué de 2 oreilles et d'une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus Oui, bien sûr. qu'on ne parle. Et du coup, c'est de capter dans leur verbatim où leurs souffrances, ou leurs problématiques du moment, quoi. Et en fonction des problématiques qui sont rencontrées, comment on peut y répondre. Et c'est un peu cette idée de collectif, c'est de se dire, une fois qu'on a capté cette problématique-là, c'est comment on dispatche pour pouvoir amener de suite cette création de valeur et de pouvoir connecter à l'entreprise, parce que l'idée, c'est de prendre confiance et de rendre cette confiance qui est donnée pour pouvoir après, derrière, développer des offres et développer notre activité, quoi. Donc c'est vraiment le premier aspect, c'est d'essayer d'identifier, et donc forcément sur le terrain, quelles sont les problématiques rencontrées et comment, face à ces problématiques-là, des solutions que l'on peut apporter. Parce qu'encore une fois, dire que ça va mal, c'est pas lors d'un apéro ou d'un élément qu'un chef d'entreprise va dire « Moi, dans votre entreprise, tout va mal. » Oui, bien sûr. Donc c'est comment on rentre, et souvent c'est la secrétaire, non, mon dirigeant n'a pas du tout de temps. Ah, d'accord, c'est intéressant. Donc comment vous travaillez justement la gestion de temps dans votre entreprise, quoi? Comment vous travaillez l'efficacité professionnelle? Ah oui, toi, il te dit j'ai pas le temps, donc tu dis justement ça c'est un point qui peut être travaillé. C'est important. Okay. C'est important. Ah, c'est intéressant. On ne peut pas avoir de temps de quoi que vous consacrez votre temps, quoi. Et avec des ratios simples, c'est-à-dire de se dire aujourd'hui quelle est votre valeur ajoutée et comment vous déléguez, quoi. Parce que forcément, la valeur ajoutée d'un dirigeant sur son activité de prédilection a une valeur qui est beaucoup plus importante que faire ou des tâches plutôt rébarbatives ou de tri simplement, qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas du niveau, je dirais, qu'on pourrait attendre, ou du niveau de rémunération qui serait correspondant, quoi. Donc ça peut être l'accompagnement, justement, de comment on embauche, comment on recrute, qu'est-ce que c'est un peu tous ces éléments qui sont là pour alléger, mais toujours pour parfaire cette richesse et développer la richesse, puisque une entreprise n'existe et n'existera que si elle développe ses richesses, quoi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que la chance, c'est de pouvoir se dire qu'on a l'aspect richesse matérielle, mais que le matériel peut se faire que par rapport à l'immatériel, quoi. Et notamment, comment on développe ses équipes et comment, avec les équipes, on développe justement cette fameuse performance, quoi. Ok. Justement, j'ai une question qui me vient. Alors, ça peut paraître un peu bête, mais je te la pose quand même. Justement, quand quelqu'un se dit bon, ok, je tente le coup, je prépare, donc je définis un peu mon marché, les besoins, etc. Je crée mon pitch pour me présenter aux entreprises, mais si tu pars du principe que le pitch, je vais me planter, je vais l'améliorer, je vais me planter, je vais l'améliorer, surtout ici au Pays Basque, au bout d'un moment, t'as fait le tour ou pas, tu vois, genre tu peux se dire, tu vois, moi c'est étant un ancien timide, tu vois, je sais que je me serais dit, ouais, mais au bout d'un moment, si je me plante, en fait, je vais me flinguer plein d'entreprises, ça va vite parler, ils vont dire que je suis pas un bon commercial, je me vends pas bien, ou au bout d'un moment, je vais faire le tour et j'aurai plus personne, tu vois. Enfin, tu vois, c'est les premiers trucs qui pourraient venir si vraiment j'essaie de me remettre dans cette position de j'ose pas, tu vois. Après, la question, c'est qu'est-ce que j'ose, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'après, en amont, encore une fois, on va revenir sur l'aspect de préparation, quoi. Si je définis une offre qui n'est pas en adéquation avec les besoins ou qui répond à des vraies problématiques, j'aurai une super offre, mais qu'il n'y a pas de client. Donc du coup, c'est de se dire que soit je suis arrivé, c'était pas au bon moment, ou soit je suis arrivé avec quelque chose qui correspondait en aucun cas à ce que la personne attendait, quoi. Du coup, ça me permet de revenir et de reproposer quelque chose qui est plus en adéquation. De réajuster. Ça, il faut l'accepter. Encore une fois, on ne peut pas imposer et se dire que la solution, elle est que de notre côté, quoi. Bien sûr. Dans une relation, forcément, ça marche des deux côtés. Et c'est comment on crée ce fameux équilibre. Et oui, c'est d'accepter que des fois, c'est plus difficile que d'autres. Voilà. Mais encore une fois, on peut également se retrouver trop en avance et se dire que c'est vraiment ce qu'il vous faut, mais l'entreprise n'est pas prête. Et pourtant, on sait pertinemment que s'ils font ça, c'est exactement ce qu'il leur faut, quoi. Ouais, bien sûr. Cette notion de maturité est hyper importante, et de se dire que c'est plus à nous adapter qu'à attendre que l'entreprise s'adapte. Parce que dans ces cas-là, on ne transforme pas, encore une fois, l'essai, quoi. Pourtant, l'essai était bon. Mais la transformation ne se fait pas parce qu'on ne répond pas ou à la problématique, ou quelque part, on a fait peur. Et on est trop à l'avance, quoi. Voilà. Okay. C'est vraiment comment on ajuste toutes ces choses-là, quoi. Et de se dire que on peut avoir la meilleure idée du monde. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on voit vraiment, quand on travaille vraiment dans le monde des startups, c'est de dire que l'idée, elle est vraiment fantastique, quoi. Mais si elle n'est pas en adéquation avec les besoins, l'idée est fantastique. Voilà. Ok.
Ok. Et justement, donc la personne qui va se dire, ok, j'ai défini les besoins, je vais voir des entreprises. En plus de ça, comme ça, je vais voir si je vais être bien ou pas bien. Je vais réajuster le tir. Ok. Mais si on essaie de décortiquer un peu petit pas par petit pas, justement, aller à l'écoute, voir les besoins. Concrètement, toi, tu ferais comment? Tu vois, par exemple, demain, tu as une entreprise à aller voir. Est-ce que tu vas... Enfin, l'entreprise, tu l'as pas prévenue, tu arrives comme ça, tu vois, Ouais. tu te pointes, tu dis bonjour, enfin, t'arrives peut-être une assistante ou ce genre de choses. C'est quoi, par exemple, le genre de choses que tu vas dire pour essayer justement d'avoir déjà le rendez-vous avec... parce que toi, du coup, tu cherches le dirigeant de l'entreprise quand tu veux... Ok, donc le dirigeant... Voilà, et du coup, si c'est l'assistante ou la secrétaire de direction, on essaie de convenir d'un rendez-vous, quoi, hein, en se disant que c'était pas le moment. Et du coup, qu'est-ce justement pourrait être ce moment idéal en faisant qu'est-ce qui pourrait vous intéresser et en quoi, justement, on peut être intéressant pour vous, quoi, hein. Et donc tout ça... Toi, tu t'es présenté d'abord, t'as expliqué un petit peu ce que tu faisais, etc. Aujourd'hui, au travers un peu de nos retours d'expérience, donc on peut arriver avec des cas pratiques, donc c'est plus facile que lorsqu'on a démarré ou on démarrait vraiment à froid, quoi, hein. Donc aujourd'hui, lorsqu'on cible une entreprise ou qu'on identifie un peu la maturité ou certains secteurs d'activité, on peut arriver déjà avec des exemples. Voilà ce qu'on a pu faire dans notre entreprise. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous intéresser? Et forcément, s'il y a un intérêt, forcément, on a déjà un demi-pied, quoi. Reste après bien sûr. à connecter et à faire de ce rendez-vous qualifié, hein, de voir comment on crée des échanges derrière, quoi. Voilà. Mais tout ça, ça a été, quelque part, c'était expérience et c'est tous ces essais qu'on a pu faire qui aujourd'hui nous dit c'est un peu plus facile, mais c'est pas pour autant que c'est facile de prendre sa voiture et d'aller taper aux portes, hein. Il y a rien de... Il n'y a rien de gagné, quoi, voilà, quoi. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, encore une fois, dans ces processus-là, aujourd'hui, on a des premiers clients qui reviennent, donc ça prouve que déjà, le travail est sans doute bien fait, donc du coup, qui amène une certaine récurrence, et qui derrière, on commence à avoir un peu de la récurrence, mais également du bouche à oreille, voilà. Donc, voilà. Qui après sont des résultats, encore une fois, hein. C'est des conséquences de tout le travail amont, hein. Ça ne vient pas non plus... d'un coup d'un seul, quoi. Voilà. Donc tout c'est nécessité de toujours travailler sur les réseaux, donc se faire connaître et de pouvoir connecter et de pouvoir expliquer à l'oreille attentive ce que concrètement on résout comme problème, hein, pour identifier les problèmes qui sont rencontrés, de se dire oui, cette entreprise peut peut-être vous apporter quelque chose, quoi. Ok, donc on a parlé vraiment du porte-à-porte et sur les réseaux se faire connaître. Toi, justement, comment... du coup, est-ce que, par exemple, les réseaux, c'est quelque chose qui est complémentaire au présentiel quand tu vas voir les entreprises? Je donne un exemple. Tu vas voir la personne, l'entrepreneur, le chef d'entreprise. C'était pas le bon moment ou ce genre de choses, mais... Je sais pas, tu les invites à dessus sur les réseaux, tu vois, pour qu'ils puissent voir un peu ce que tu fais. Est-ce que tu as vraiment une stratégie complètement différente sur les réseaux sociaux, tu vois? C'est quoi un peu, comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, comment je me positionne? Donc déjà, encore une fois, dans le processus de vente, il y a la dernière étape qui est souvent un peu omise, qui est le suivi, hein, savoir comment on fait ces analyses-là. Moi, je me positionne sur des transformations qui peuvent aller de 6 mois à 2 ans. Hein, savoir entre la première connexion et le client et... vraiment la signature d'un contrat. Dans le meilleur des cas, c'est 6 mois, et des fois, c'est au bout de 2 ans. Ok. Et au bout de 2 ans, pourquoi? Alors, toujours difficile de dire, mais en attendant, c'est d'être présent, de montrer des exemples de ce qu'on a pu faire, des conseils que l'on donne régulièrement donc sur les réseaux, et d'avoir une activité et de continuer à parfaire ce lien-là et rentrer un peu plus dans la vie de l'entreprise en se disant, oui, voilà, c'est vraiment ça, je ne savais pas l'exprimer, mais peut-être c'est ça que j'ai besoin, quoi. Et qui fait qu'après, derrière, les gens nous rappellent, où on reste toujours en contact, mais encore une fois, on a des processus très longs, quoi, voilà. Et de se dire que du one-shot, on aimerait bien, mais enfin voilà. C'est quoi justement, tu dis entre 6 mois et 2 ans, c'est quoi le type d'entreprise que toi tu cibles? Pour un peu que les gens se fassent une idée de ça. Ce que je cible, c'est la TPE, donc parce que c'est le tissu économique local, mais également un milieu qui est assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et encore une fois, c'est de s'adapter aux besoins du moment, hein, c'est-à-dire comment on travaille dans la priorisation de qu'est-ce que j'ai réellement besoin, hein, pas ce que je veux, hein, ce que j'ai besoin. Ouais, bien sûr. C'est des nuances un peu, hein, c'est-à-dire un peu dans ce besoin ou de développer l'entreprise ou de stabiliser, hein, qui amène derrière des accompagnements qui sont complètement différents, quoi. Voilà. Et donc, on essaie vraiment de connecter avec ces entreprises et de pouvoir les aider à structurer déjà leurs besoins, quoi.
Voilà. Donc du coup, forcément, la TPE, un peu domaine, mais également qui correspond un peu au type local, jusqu'à la PME, où les besoins de structuration, des fois, sont un peu différents, mais dans les processus de développement également différents. Donc voilà, donc aujourd'hui, nos spectres est assez large, de la TPE à la PME moins de 50, voilà, qui reste des entreprises où il y a encore beaucoup à faire dans la structuration, ou du moins dans l'industrialisation, on va dire, des processus, puisque notre terrain de jeu, c'est vraiment ça, c'est comment on conserve les pratiques artisanales et qu'on adapte dans des processus industriels, comment on va rechercher collectivement la performance. Ok, donc voilà, toi tu dis vraiment c'est ce côté présentiel, tu vas voir les entreprises et donc il y a ce suivi, donc j'imagine que soit tu rentres, alors je prends l'exemple de LinkedIn, hein, tu rentres en contact avec eux ou eux rentrent en contact avec toi, et donc du coup il y a vraiment, quand tu dis suivi, moi ce qui me pose question c'est est-ce que c'est des posts, ils vont voir des posts que tu vas publier, ou c'est toi qui vas faire un peu cette démarche de temps en temps leur partager des choses pour leur montrer que ah tiens j'ai fait ça, pour que ça reste, pour qu'en gros tu restes un peu dans leur mémoire vive, tu vois, ou... Complètement. À savoir que on a développé, comme on offre des solutions personnalisées, on s'est développé un peu nos propres CRM pour pas perdre de vue nos clients et se forcer à toujours garder un contact direct ou un coup de fil ou de passer, d'aller voir, ou un SMS pour toujours exister dans le spectre de la vie de l'entreprise. Voilà. C'est juste comment ça va, comment ça se passe. Où est-ce que vous en êtes, votre réflexion, est-ce que vous avez des besoins, voilà, de se dire que quelque part dans le processus de réflexion, alors, quand je dis processus de réflexion, encore une fois, on n'a pas forcément encore fait d'offre, quoi. C'est de se dire, il existe des solutions pour des problèmes que d'habitude on laisse passer ou on se dit que le temps va les gérer, quoi. Et nous on vient juste comme accélérateur de traitement pour faire grandir ou l'entreprise plus vite ou régler des problématiques plus rapidement, quoi. Parce qu'en tous les cas, les entreprises n'ont pas forcément besoin, mais dans tous les cas, c'est comment on peut aller plus vite. Et aujourd'hui, si on revient dans ces rôles de formation, est-ce qu'on peut être formé dans des rôles où on passe d'un jour, on a le Covid, le lendemain, il y a la guerre à Ukraine, voilà, où on est face à des problématiques qui n'existent pas dans les livres et qu'on ne peut pas transmettre. Donc, bien sûr. En fait, on revient et on connecte à la première force de l'espèce humaine, à savoir cette adaptabilité, quoi. Voilà. Malgré tout, lorsqu'on a défini les processus, est-ce qu'ils sont adaptables, est-ce qu'ils sont agiles, voilà. Comment on travaille un peu ces choses-là et comment on fait en sorte que on bâtit tout ça avec l'humain, parce que qui est le plus adaptable, c'est l'humain, quoi. Bien sûr. Quand il est dans les bonnes dispositions, quoi. Et donc, toi, ensuite, justement, on a parlé, on parlait du collectif et de la prospection. Donc, justement, je vais y arriver, Mamia Collectiboa, voilà. Et justement, c'est quoi un petit peu qui fait la force du fait d'être en collectif pour justement... Alors, j'imagine qu'il y a aussi le fait de pouvoir allier vos compétences, vos connaissances. Mais là, comme on parle de justement trouver des clients, c'est quoi un peu qui fait votre force, le fait de vous mettre en collectif avec d'autres entreprises ? Du coup, c'est également de connecter nos réseaux, puisque forcément chaque entreprise a ses réseaux et ses clients, et du coup, de se dire, comme on reste dans le même giron, on peut avoir des activités qui, au fil du temps, se disent, première étape, j'ai besoin de ça, et après j'aurai besoin de ça, ce qui fait que quelque part, on conserve donc le client, et qu'avec le client, on peut faire plusieurs missions. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant, mais c'est un peu la force, mais également de pouvoir proposer. Donc on démarre de la formation de base Excel, à savoir comment on utilise Excel, à des usages vraiment plus avancés, et comment on fait d'Excel l'outil d'optimisation de l'entreprise. Voilà. Et après derrière, comment on vient agréger, on peut faire vraiment des développements, où on a des développeurs dans l'équipe qui font du développement autour des outils type Access, et où on est capable de faire des ERP pour de la PME de 30-40 personnes qui serait un budget trop important de rentrer dans des outils complètement standards, mais des outils qui sont trop standards et qui ne correspondent pas à leur activité. Et nous, on répond à exactement leurs besoins. Et du coup, ça démarre par vraiment de la structuration d'outils vraiment spécifiques, et dans un second temps, l'accompagnement des équipes à l'utilisation. Et qui dit équipe n'est pas simplement l'utilisation d'outils, c'est comment on travaille ensemble, et forcément comment on partage les bonnes pratiques. Et du coup, ça nous permet d'être présent un peu de cet élément-là, c'est-à-dire de la définition
et de l'accompagnement à la définition du besoin, à la réalisation des besoins, mais également à la mise en place de ces besoins sous format de formation, hein, puisque nous connaissons donc Calliope, hein, ce qui nous permet de rentrer dans le monde de la formation et de pouvoir proposer certaines de nos prestations sous l'égide de la formation, quoi. Le fait d'être Calliope, ça aide à trouver des clients disons de manière concrète. Concrètement, ça permet d'arriver à dire que nos solutions sont portées par les organismes financeurs, quoi. Donc, ça veut dire que pour l'entrepreneur, indirectement, il paye tout au long de l'année ses cotisations, mais il bénéficie quelque part concrètement d'avancées qui correspondent à leurs besoins. Et nous, aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir rentrer encore plus facilement dans le monde d'entreprise, quoi, pour pouvoir définir au plus près de leurs besoins et se faire accompagner dans les financements de ces projets-là, quoi. Et justement, les personnes qui nous écoutent, si elles se disent, justement, c'est un vrai argument de venir avec une entreprise en disant, je suis Calliope pour justement convertir, entre guillemets, plus facilement. Est-ce que c'est compliqué d'être Calliope ? Oui, donc Calliope, ça demandait beaucoup de travail administratif. Voilà. Donc il ne faut surtout pas le négliger. Voilà, donc nous, on a un passé assez qualité qui nous permet de respecter les processus qu'on a un peu établis. Mais c'est certain que lorsqu'on se lance dans ce monde-là sans une expérience, ça peut vraiment faire très peur, quoi. Voilà. Donc, vaut mieux déjà avoir une certaine expérience, trouver ses clients, se faire la patte. Non, je parlais plus dans le processus, donc de se dire, lorsqu'on détermine une façon de faire, comme tout est tracé, il faut rester dans le plan qui est établi, et du coup, ça amène, encore une fois, pas mal de contraintes par rapport aux exigences qui sont au travers de Calliope, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est du boulot qui n'est pas négligé, c'est beaucoup d'activités. Mais donc nous on a fait le pari de travailler dans ce processus-là, donc on s'y file. Du coup, si je synthétise un petit peu, donc toi tu es plutôt aller directement à la rencontre des entreprises, aller les rencontrer, aller échanger un petit peu au cours de cet échange, aller définir un petit peu au cours de l'échange, de voir un peu les besoins qu'ils peuvent avoir, et en tout cas si c'est pas le bon moment ou qu'on te dit plus tard, toi l'idée c'est quand même te connecter avec ces personnes-là au travers des réseaux sociaux, que eux puissent voir un petit peu ce que tu fais, ou effectivement envoyer un message, un petit appel. Rester toujours en contact. Voilà, toujours créer un lien sur le long terme, que voilà, toi tu convertis quand même au bout de 6 mois, 2 ans en fonction des entreprises. Et également, je suis dans des réseaux professionnels. Donc un premier réseau qui s'appelle donc IDESO, Initiative des dirigeants du Sud-Ouest, qui est un réseau qui doit avoir une trentaine d'années. Il y a quand même du bouchon derrière. Ouais, voilà. Et il y a surtout des outils qui nous permettent de travailler ou d'amener, encore une fois, des choses un peu différenciantes, quoi. Parce que dans l'idée, c'est de fameux océans bleus, de voir comment on existe. Et également, donc, un autre réseau qui est plus, on va dire, donc là, IDESO, c'est, on va dire, la plateforme Adour, hein. Et après, un autre réseau qui est plutôt région Aquitaine et Occitanie, donc qui s'appelle Rubiz, et pareil, qui nous permet d'élargir un peu le champ de contact des entreprises, de pouvoir également élargir le champ des activités, hein. Donc je fais quand même pas mal de formations, aussi bien en communication, donc d'accompagner des entités ou des équipes à comment on communique, également pour des fédérations. Donc la fédération du bâtiment par exemple, j'interviens pour tout ce qui est gestion du temps et des organisations, donc d'accompagner les dirigeants et les managers dans le milieu du bâtiment à cette fameuse gestion du temps et la gestion, on va dire, des équipes. Voilà. Donc voilà, encore une fois, c'est comment on se fait connaître et comment on va au maximum de contacts et de se dire que le porte-à-porte, c'est une partie, mais qu'après, il y a tout un travail de comment on connecte, encore une fois, avec les entreprises, quoi. Et justement, toi, les réseaux, toi, tu trouves que, toi, tu arrives avec les réseaux à connecter, à trouver des clients, c'est quelque chose qui marche pour toi ? C'est quelque chose qui marche, mais encore une fois, c'est du long terme, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ça fait faut pas se dire, tu vas y aller, tu vas trouver le client suivant. Voilà. Et si tu vas créer un lien, si on attend, contact. Encore une fois, on attend longtemps, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est des réseaux où il faut être actif et je veux pas dire être patient parce que c'est pas le bon terme, c'est vraiment d'être attentif aux opportunités, encore une fois. Les opportunités, elles viennent ou parce qu'on est connu,
ou reconnus. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de connexion, quoi. Donc, comment on connecte et forcément, c'est pas de l'immédiateté. Parce que faire rentrer dans une entreprise, c'est pas quelque chose, voilà, on n'aime pas rentrer ou faire rentrer des gens qu'on connaît pas. Ouais, bien sûr. Chez soi, et c'est la même chose. Il y a une vraie connexion, un vrai lien qu'il doit y avoir en amont, ouais. Et justement, pareil, quand tu connectes avec des gens dans un réseau, j'imagine que c'est un peu la même stratégie que quand tu vas essayer de connecter avec des entreprises. Tu vas certainement les mettre dans un CRM pour pouvoir garder un suivi. Tout à fait. Toutes les connexions sont intéressantes, à savoir, on ne sait pas à quoi ça peut mener. Et encore une fois, le bouche à oreille, c'est des fois nos meilleurs ambassadeurs. Donc, quand ils savent qu'est-ce qu'on réalise ou qu'ils ont entendu que, lorsqu'ils entendent un besoin, peuvent nous permettre de rentrer plus facilement en connexion, quoi. Ok. Et donc, justement, tu nous as donc là, j'ai un peu resynthétisé. Et ce que j'ai pas dit, c'était un peu la dernière chose, c'est montrer au final. T'as créé du lien, tu gardes le contact, et c'est aussi important que les gens les entreprises puissent voir concrètement des choses que tu as pu faire. Ça vient un peu confirmer ton expertise, c'est ça du coup. Complètement. Du coup, je fais quelques conférences, donc j'ai eu la chance et l'honneur d'intervenir donc pour Morning Networking, mais j'ai également d'autres donc avec IDESO, où je fais quelques conférences également qui permettent de mettre ou en avant des pendants ou en avant des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, et de voir comment on travaille un peu ces éléments-là, quoi. Encore une fois, pour créer de la connexion, parce qu'au bout d'un moment, les gens se rappellent, voilà. Et comment on crée ce rappel, c'est parce que ils ont entendu que, ou ils ont vu que, ou ils ont vécu quelque chose également, quoi. Donc c'est vrai que toi, tu gardes le lien, et après, derrière, au bout d'un moment, en gardant ce lien, dire « Ah, hop, Ramuncho, comment ça va ? Au fait, tu te souviens par rapport à ça, là, j'ai un besoin. » Du coup, au final, toi, tu gardes le lien sur le long terme grâce à un suivi, mais après, c'est toujours eux qui, parce qu'à un moment donné, il y a un besoin, hop, ils viennent te contacter, et là, il y a on transforme. On transforme. Ok. Voilà. Ok, c'est super. Ça. On revient toujours à ça. Voilà. Du coup, c'est beaucoup d'essais. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités, ce qui fait que des fois, peut-être mes clients se perdent un peu, mais le tronc commun est toujours l'amélioration continue, à savoir comment, avec ce que l'on a, on fait mieux. Et forcément, aujourd'hui, il y avait les nouveaux outils, donc je fais beaucoup d'interventions sur les IA. Ça fait partie de notre quotidien, et de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là. Donc derrière, c'est plus alors un petit niveau, mais vraiment un vulgarisateur, et comment on s'en sert au quotidien, et on se dit pas que c'est pour les autres, parce que forcément il y a toujours du bon et du mauvais, et la question n'est pas là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Bien sûr. Toutes ces choses-là, quoi. Ok. Super, merci beaucoup. En tout cas, ça donne quand même pas mal de pistes justement pour aller chercher des clients, pour voir un peu comment tout ce process, et notamment, je pense que c'est hyper important de garder en tête que c'est pas parce que tu as connecté une fois que il faut, ok, bon, j'ai connecté, je vais voir ailleurs. Non, et je pense même, en final, même si t'es parti pour une boîte, que tu t'es un peu foiré, en fait, ça vaut le coup quand même de garder le lien avec eux, tu vois. Parce que ça arrive à tout le monde de se tromper, de mal viser, mais ça veut pas dire que le lien, pour autant, n'a pas besoin d'être gardé. Donc en fait, c'est ça, c'est même si tu te plantes, tu gardes le lien. Et tu vas t'améliorer, les gens vont pouvoir te suivre, ils vont voir un peu l'évolution. Dans tous les cas, si on se plante pas, on pousse pas, donc ça c'est certain. Et pour pousser, il faut toujours arroser. Donc il faut passer régulièrement voir les choses. Donc il y a des analogies comme ça simples, et de se dire qu'au final, c'est toujours ces mêmes choses-là, quoi. Ouais. Finissons ce podcast avec la troisième et dernière partie, l'impact de la vidéo. Ok, maintenant on va passer donc du coup à la troisième partie, et là ça va être plus lié à mon activité parce que je trouve ça intéressant aussi. Qu'est-ce que toi justement tu penses de la vidéo ? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu utilises ? Donc tu fais quand même beaucoup tu fais quand même beaucoup tu vas directement voir les entreprises, mais est-ce que toi, dans globalement ta stratégie, est-ce que toi c'est quelque chose que tu utilises la vidéo, ou si tu l'utilises pas, c'est quelque chose que potentiellement tu aimerais utiliser, tu vois ? Alors, aujourd'hui, je pense que ça fait partie intégrante de la vie. Donc, moi, je l'utilise pas trop, sans doute parce que on fait encore partie des vieilles générations, et que c'est pas forcément ancré dans nos mœurs. Mais
donc moi, mon approche à la vidéo, c'est que c'est quand même un outil qui est quand même très percutant. Et on dit donc souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. Encore une fois, faut-il que l'image soit bonne. Donc, Bien sûr. Du coup, c'est comment on travaille toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment un super credo, parce que au final, tout le monde peut faire de l'image, mais tout le monde ne peut pas faire de la bonne image. Et je pense que c'est ce qui pâtit un peu, c'est-à-dire comment on veut se mettre en avant, et encore une fois, comment on transforme ces essais. Et forcément, ça démarre par des essais, et comment on se met en scène, et quels sont les messages qu'on leur fait passer, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a tout un tas de réseaux donc, que je n'ai pas exploré, et parce que j'ai du mal à être attiré. Moi, je fais essentiellement du LinkedIn. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau que j'aime bien. Également par facilité, parce que j'aime bien écrire, et du coup, on peut faire qu'un écrivain, et pas de vidéo. Voilà, donc c'est, je pense, derrière des choses qui sont hyper intéressantes, notamment dans l'aspect formation, à savoir aujourd'hui, pour pouvoir proposer des formations à un plus grand nombre, je pense que la vidéo est un super vecteur. Ouais. Voilà, donc il existe plein de choses. Voilà. Moi, dans mon quotidien actuel, j'en ai pas forcément l'usage, mais je suis très attentif, parce que si aujourd'hui on veut ou se faire connaître ou se mettre en avant, forcément la vidéo est un super vecteur, quoi. Voilà. Ok. Ouais, donc t'es quand même plutôt positif par rapport à la vidéo. Si tu veux, si je reviens encore une fois dans mon parallèle dans l'industrie, quand la vidéo est arrivée, qu'on est sorti du papier pour faire des analyses de processus, l'efficacité a été décuplée, puisque lorsqu'on était avec notre papier, qu'on était dans un atelier, et qu'on avait oublié quelque chose et qu'on devait redescendre, et qu'alors là on filmait, voilà, ça a tout changé, quoi. Et ouais, bien sûr, c'est un gain de temps quand même, complètement. mémorable. Voilà. Donc du coup aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas encore complètement bien utilisé, par ce souci qu'on se dit que tout le monde peut le faire, quoi. Mais encore une fois, ça reste des métiers, et je pense que c'est des métiers qui vont encore se développer, quoi. Donc c'est pour ça que encore une fois j'ai cette notion de qualité derrière, à savoir comment on crée quelque chose, et l'usage que l'on fait derrière. Et donc forcément la qualité est hyper importante, parce qu'entre deux images, notre œil va être attiré par celle qui a ou le plus d'intérêt, ou quelque chose qui se démarque d'un peu des autres, quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, dans cette économie de l'attention, lorsqu'on travaille, aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont les plus précieux, et dont tout le monde se bat. Non, c'est pas le pétrole et ce n'est pas l'or, c'est vraiment le temps et l'attention. Voilà. Et aujourd'hui, dans cette marque-là, en vidéo et l'attention, on crée des choses, et je pense des bouleversements. On va faire le message au niveau des États-Unis, mais quelque part, les élections se jouent sur des shorts. Ouais. Non, mais ouais, c'est clair. Voilà, donc j'ai encore plein de choses, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo fait partie intégrante, et c'est un super vecteur. Voilà, encore comme tout outil, un scalpel, quand il est bien utilisé, ça sauve des vies. Et si toi, demain, t'avais imagine demain, ta page, j'en sais rien, tu as le budget pour prendre un vidéaste, t'es équipé en vidéo. Si toi, demain, tu voulais utiliser la vidéo, qu'est-ce que tu ferais ? Tu vois, ce serait intéressant de voir, parce que tu t'en parles plutôt en bien, mais tu dis, voilà, c'est pas encore trop un outil que tu utilises. Comment tu l'utiliserais si tu avais tous les moyens de l'utiliser, tu vois ? Moi, j'ai besoin de ce contact avec les gens que j'ai pas avec la vidéo, à savoir que si j'aime bien le porte-à-porte, c'est que ça me permet de connecter directement, et je voudrais pas que ça soit une vidéo qui voit avant de me voir à moi. Mais encore une fois, on rentre peut-être dans le monde des croyances, et du coup, c'est comment on sort un peu de parce toutes que ces choses-là. Moi, tu vois, je suis très dans le contact humain, et pourtant, j'utilise beaucoup la vidéo, et tu vois, moi, j'ai cette vision de ça peut être complémentaire. Complètement. Ou voilà. pour quelqu'un, justement, qui, alors, effectivement, qui a un profil un peu plus introverti, qui n'ose pas aller voir les entreprises, utiliser le format de la vidéo, je trouve que c'est quand même super intéressant. C'est vraiment facilitant, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est ça. Là, quoi, voilà. Maintenant, comment moi... tu vois, si c'était en complément... Si j'avais un open bar, je dirais mes formations, ou la personnalisation de mes formations,
serait sur format vidéo Ok. pour faire en sorte que, encore une fois, l'utilisateur, mon fameux client, puisse choisir en fonction des choses et de se dire qu'aujourd'hui, là, ça devient un super outil parce que il peut se dire finalement, je préfère cette formation sur ce format-là que plutôt celle-là et qui correspondait plus à se dire, ben, sur ce moment-là, voilà pourquoi je fais cette formation. Qu'est-ce que vous allez retrouver? C'est la même formation que là, mais c'était pas le même public. Et du coup, les interactions sont pas forcément les mêmes, quoi. Et de se dire que aujourd'hui, je pense qu'on peut arriver à ce niveau de détail là, quoi, voilà. Et là, qui correspond plus à mon usage derrière, quoi, voilà. Et après derrière, forcément, ou mon image, ou travailler, voilà, qu'est-ce que je peux faire d'une conférence, même si lorsque je fais une conférence, je préfère que les gens la vivent que. Ouais, après, par Voilà, contre, c'est sûr que pour moi, la conférence, les gens, ils peuvent la vivre, mais c'est quand même intéressant de la filmer, parce que derrière, tu peux en faire plein d'extraits, tu vois, si tu peux Exactement, voilà. recycler, tu vois. Et c'est pour ça que c'est vraiment là, quelque part ton rôle, c'est-à-dire à partir de ce premier élément brut, c'est comment on en fait sortir les pépites, quoi. Ah, c'est ça, C'est là bien que c'est sûr. hyper important. Et comment on apporte ces solutions-là, ben, à des gens, parce que moi, je vais typiquement pas le faire. Bon, en tout cas, sur ta prochaine conférence, tu sais qui appeler. Hein. Complètement. Non, mais tout à fait. Mais de toute façon, voilà, c'est aujourd'hui, je pense, un besoin qu'il faut pas se priver, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, on va finir l'interview. J'ai quelques petites questions. L'idée, ça soit des questions qui vont être posées à tout le monde, les mêmes. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou une ressource que tu recommanderais aux entrepreneurs qui, justement, écoutent ou regardent ce podcast pour peut-être avoir des meilleures techniques ou pour trouver des clients, pour la prospection, tu vois? Est-ce que tu as des petits contenus comme ça? Je sais que tu écoutes pas mal de podcasts, donc je pense que tu auras des choses à partager. Ben, je pense que le podcast de Mathieu Stéphanie amène à lui seul beaucoup de réponses à toutes ces questions-là. Hein, donc, à retranscrire cette génération donc, qu'il appelle donc du do-it-yourself, qui s'est faite par elle-même et où on voit qu'il n'y a pas une méthode, et il y en a plein. Et donc, à chacun de choisir celle à laquelle il se sent le mieux, quoi. Et du coup, sur même l'audio, exactement. c'est assez intéressant de se balader pour écouter ce qui s'est fait. Puisque, encore une fois, on a la chance d'avoir un monde où il se passe plein de choses, si on est à l'écoute. Parce que de suivre les aspects de toutes les dernières startups, c'est quand même hyper intéressant. Mais quand on suit le monde de la startup, donc pour une qui réussit, toutes celles qu'on peut échouer, et lorsqu'on rentre dans ce monde-là, mais de s'apercevoir que c'est en cultivant quelque part l'échec qu'ils ont fait quelque chose derrière. Donc c'est toujours cette histoire de ces fameux humains qui amène tout un tas de choses, quoi. Et c'est intéressant parce que de toute façon, tu te rends compte que c'est très français de se dire l'échec, c'est pas bien. Et quand tu regardes aux États-Unis, de toute façon, c'est ancré. C'est échoue 10 fois pour réussir. C'est normal, en fait, d'échouer. C'est normal de se planter. Moi, il y a un exemple que j'adore donner, c'est ancré en nous d'échouer pour apprendre. Quand tu es enfant et que tu marches à 4 pattes pour marcher sur tes 2 jambes, la moyenne, je crois que c'est tu tombes environ 2000 fois, tu vois. Donc, au final, c'est normal d'échouer pour apprendre. Mais je pense qu'après, avec la société dans laquelle on est, on nous enlève, on nous fait un peu oublier ce genre de choses, alors qu'en fait, on a cette capacité de se dire, c'est normal d'échouer pour apprendre, pour réussir. C'est une analogie que je fais beaucoup, notamment dans l'état d'esprit d'un manager. Parce que si, dès la première fois qu'on était tombé, quand on a commencé notre apprentissage de la marche, on nous avait dit, ou t'es nul, c'est nul ce que tu as fait, on serait encore peut-être tous à 4 pattes. C'est clair. Et de se dire que cet état d'esprit que l'on a dans cette phase de notre vie, où tout le monde nous encourage, nous dit c'est bien, nous encourage à nous relever, une fois qu'on s'est mis debout, s'est mis sur nos 2 pattes, on se fait huer quand on retombe, quoi. Voilà. Et donc, c'est tout cet état d'esprit à tomber, mais de se dire qu'on l'a tous connu, on sait tous le faire, et il faut juste se reconnecter à tout ça, quoi. Voilà. Super, merci. Deuxième question. Et ça, je suis assez content de l'avoir trouvé, donc tu vas être le premier du coup à qui je la pose. Si demain tu te retrouverais vraiment devant un grand expert de la prospection, tu vois, vraiment quelqu'un qui est très très bon, qui réussit vachement bien, c'est quoi toi la question que tu aimerais lui poser? Tu vois, vraiment quelqu'un qui réussit tout, qui a un niveau de malade, tu vois, c'est quoi genre la question que tu aimerais poser? Un très grand expert. Un très grand expert, je lui dis, est-ce que ça le rend heureux? C'est-à-dire de se dire, d'être le plus grand expert et de vendre à peu près tout, est-ce que ça leur rend heureux de vendre à peu près tout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça qui m'a toujours intéressé, parce que lorsque je travaille ou que j'accompagne des entreprises dans ce lancement et de ce milieu-là,
c'est à quoi on se connecte, quoi. Parce que si déjà on n'est pas au clair avec ce qu'on fait, c'est compliqué. Et du coup, de se dire, je sais tout vendre ou j'ai absolument tout, quoi. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui te rend heureux, quoi? Parce que, du coup, qu'est-ce que tu vas chercher un peu dans tous ces éléments-là, voilà, pour comprendre et d'aller plus loin et donner d'autres clés en se disant, ouais, la clé, au final, va pas chercher ce que t'as pas besoin. Parce que si t'as pas besoin de ce que t'as pas besoin de la clé, quoi. Voilà. Bien sûr. Ok. Et du coup, maintenant, où est-ce qu'on peut te retrouver? Site internet, réseaux sociaux, LinkedIn, du coup. Voilà, donc vous tapez, j'ai la chance d'avoir un prénom et un nom un peu local. Donc si vous tapez déjà Ramuncho sur LinkedIn, vous avez la chance de pouvoir me retrouver. Et pareil sur le web, puisque mon site net c'est Ramuncho Ituri. Et donc généralement quand on tape Ramuncho Coaching ou Ramuncho Conseil, donc on tombe ou sur mon profil ou sur mon site, quoi. C'est mon branding à moi personnel. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci d'introduire ce podcast. C'était le premier. Il y a des choses qu'il va falloir chercher chez moi un petit peu améliorer. Forcément, c'est le premier. Il y a des petits couacs. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta patience, pour ton temps, pour ton partage. Merci beaucoup, Ramuncho. Ouais, mais merci à toi. Et puis surtout, longue vie à ce podcast. Et surtout, si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça prouve que c'était cool. Et moi, j'ai passé un super moment en tout cas. Moi également. Ok. Eh ben, salut Ramuncho. Salut. Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle vous corresponde au mieux. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, que vous connaissez un entrepreneur qui a une manière bien à lui de prospecter, alors faites-le moi savoir. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une vidéo pour votre entreprise, contactez-moi. Je serai ravi de transformer votre vision en une série d'images soigneusement orchestrées pour toucher le cœur de votre audience. C'était Aurélien Ibarart et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités.